Madame les représentants du ministère de la Santé, Mesdames et Messieurs les représentants du ministère de la Famille et des Solidarités, Madame la représentante de l'ambassade de France, Madame la représentante de l'ambassade du Luxembourg, honorables députés, Mesdames et Messieurs les coprésidents de la Commission Genre et Santé du Lancet, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, nous vous souhaitons la bienvenue à cet après-midi où nous allons vivre le lancement du rapport justement de la Commission du Lancet. Et pour ne pas tarder à la cérémonie d'ouverture, pour vous souhaiter la bienvenue, je vais appeler Madame Magda Keita, la directrice exécutive de Enda Santé, Monsieur Elhaj Assi, coprésident de la Commission Genre et Santé du Lancet, et Monsieur Elhaj Abdouaziz Ndaw, de la Direction de l'équité et de l'égalité de genre, représentant le ministre de la Famille et des Solidarités. Donc nous aurons deux autres activités après celle-là. Une table ronde va suivre et ensuite nous aurons le lancement officiel et la lecture du rapport de la commission du Lancet. Ensuite, nous aurons un point de presse à la fin et il y aura un cocktail à l'extérieur. Donc, bienvenue à tout le monde et je passe la parole. En nom d'Enda Santé, je vous remercie de votre présence, votre engagement. Et aussi, je vous remercie vraiment pour être disponible, accepter l'invitation, pour être ici avec tout le monde, pour discuter et revoir notre approche par rapport santé, par rapport genre. Dans cette phase, dans cette époque, période que vraiment il y a un changement à niveau international, à niveau régional par rapport à accès aux services de santé, par rapport au genre, par rapport aux droits humains, c'est important pour nous à niveau Enda Santé que nous avons cette opportunité de discuter, échanger, mais plus important aussi que notre avis, l'avis d'Afrique du Sud, d'Afrique, peut être prise en considération dans la discussion à niveau international, surtout quand on parle de recherche, quand on parle de droit, quand on parle de genre. Je ne vais pas allonger beaucoup parce que même que je ne suis pas francophone, moi j'aime beaucoup parler. Donc je sais qu'on a une limite de minutes. Donc je vous remercie pour votre engagement, je vous remercie pour votre présence. Merci. En portugais on dit obrigada. Merci beaucoup, Madame Keita. Donc, chers collègues et amis, Mesdames, Messieurs, nous sommes ici aujourd'hui à la fin d'un très long parcours, d'un cheminement qui a commencé il y a déjà presque 5 ans, parce que la pandémie de Covid est passée par là entre-temps, où nous avions à l'époque pensé qu'il était nécessaire de mettre en place ensemble avec le Lancet une commission sur la santé globale et le genre. Pourquoi? D'abord, il faudrait tout simplement se rappeler, nous rafraîchir tous la mémoire que la santé se définit comme un état complet, et j'insiste sur complet, de bien-être physique, social et mental. Et l'OMS nous dit que ce n'est pas seulement l'absence d'une maladie, ni d'une infirmité, mais donc c'est ce bien-être physique, mental et social complet donc qui définit la santé. Si tel est le cas, donc on doit toujours se poser la question à savoir, est-ce que tout le monde compte dans cette définition? Est-ce que chacun et chacune compte? Est-ce que chacun et chacune dans toutes les situations également aussi compte? Je dis toutes les situations parce que nous vivons de nos jours dans des situations où la plupart des humains qui y vivent n'aspirent qu'à une chose, une certaine normalité. Parce qu'il n'est pas normal de voir de nos jours beaucoup de femmes perdre la vie en donnant la vie. Ce n'est pas normal dans plusieurs de nos pays
de voir des enfants qui meurent sans pouvoir célébrer le 5e anniversaire. Ce n'est pas normal aujourd'hui qu'on voit des jeunes filles et ensuite des jeunes femmes qui sont nées dans des situations de conflit, des situations de refuge, qui passent toute leur enfance, qui passent toute leur adolescence. Parce que l'âge moyen maintenant de situation de conflit est près de 18, donc à 20 ans. Tout cela n'est pas normal. Et bien sûr, quand on intervient dans ces situations, on apporte ce que nous appelons, certes, ce qui permet de survivre pour le lendemain. Il faut un toit, c'est sûr. Il faut de l'eau, c'est sûr. Il faut une sanitation, c'est sûr. Mais ce à quoi nous aspirons tous, c'est un certain niveau de dignité humaine. Et la santé globale se trouvent au cœur de cette dignité humaine à laquelle nous aspirons tous. Et ceci ne peut être atteint qu'en faisant compter tout le monde. Et c'est là où se trouve au centre de nos discussions, donc le genre par rapport à la santé globale. Et ça nous pousse à avoir un cri de cœur. Un cri de cœur pour une justice sociale. Un cri de cœur pour une équité. Un cri de cœur pour une égalité. Et tout cela, quand nous essayons d'aborder la problématique santé globale et genre, je trouve le travail de la Commission être très révélateur donc, dans ce domaine. Nous avons essayé non seulement de prendre en compte les différentes perspectives qui concourent à la thématique, mais nous essayons également aussi de les placer dans les différents contextes au niveau desquels donc, nous vivons. C'est la raison pour laquelle, à l'entame de mon propos, j'ai parlé de ces situations qui ne sont pas normales, que l'on retrouve dans la plupart de nos pays malheureusement, de ces situations également aussi qui ne sont pas normales en termes d'aspiration donc à la dignité humaine. En fin de compte, nous ne pouvons plus accepter qu'il y ait une partie de notre espèce humaine dans nos différents contextes qui ne compte pas. J'ai l'habitude de dire, moi je ne peux pas faire confiance à un leader ou bien à une nation qui veuille prendre en compte maintenant l'aspiration de la majorité si les aspirations des minorités ne sont pas considérées. Nous ne pouvons pas non plus nous permettre d'ignorer en termes de genre tout simplement la moitié de la population dans la plupart de nos pays et considérer que donc nous pouvons aller de l'avant. Nous ne pouvons pas non plus réduire la problématique du genre seulement à peut-être notre formation biologique ou bien le sexe auquel nous appartenons, mais c'est une interpellation de nos sociétés en termes de processus de socialisation donc, que nous vivons donc nous-mêmes. Et ces processus de socialisation qui, en fin de compte, sont en train de construire nos attitudes, sont en train de construire nos comportements. Et c'est en train également aussi de mettre en place des normes qui définissent dans un sens positif bon, certaines de nos aspirations, mais qui peuvent être également aussi quelque part des obstacles que nous devons comprendre dans les contextes différents, mais essayer de voir comment est-ce que nous pouvons enlever ces obstacles et les franchir. En fin de compte, il s'agit d'une solidarité entre nous tous. Et j'insiste, cette solidarité entre hommes et femmes, pour commencer. Une solidarité entre riches et pauvres. Une solidarité entre nos zones urbaines et nos zones rurales. Et enfin, et peut-être de manière plus importante, une solidarité entre cette génération et la prochaine. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui va certainement déterminer l'avenir de ces prochaines générations. Encore une fois, merci à tous et à toutes d'être là. Merci Magda et merci à Enda Santé d'être notre hôte. Donc, merci Khadija d'avoir fait le déplacement depuis la Tunisie en tant que membre de la commission. Merci Sarah d'avoir fait le déplacement depuis Londres en tant que coprésidente de la commission. Encore une fois, merci, je vous souhaite des travaux bien fructueux. Merci beaucoup Madame la modératrice. Donc, comme vous l'avez dit, je me présente El Hadj Abdoul Aziz Ndaw. Je suis le responsable de la division des études de la planification et du suivi-évaluation au niveau de la direction de l'équité et de l'égalité de genre.
Donc, avant de prononcer le mot d'ouverture, je voudrais saluer la présence remarquable de l'honorable député Khady Sarr, présidente de la commission Santé, Population, Affaires sociales et Solidarité de l'Assemblée nationale, et également celle de Madame le ministre, Dr Awa Marie Coll Seck. Madame Magda Keita, directrice exécutive de ENDA Santé, Madame Sarah Hawkins, présidente de la commission Genre et Santé du Lancet, Monsieur Elhaj Assi, président de la fondation Kofi Annan, de la commission Genre et Santé du Lancet, Mesdames et Messieurs les représentants et représentantes d'institutions nationales, chers partenaires, distingués invités en vos grades, rangs et qualités. C'est avec un réel plaisir que je me joins aujourd'hui à vous au nom de Madame la directrice de l'équité et de l'égalité de genre, à l'occasion de cette cérémonie officielle du lancement du rapport de la commission lancée sur le genre et la santé mondiale. Document d'une importance capitale qui vient à point nommé éclairer nos décisions, nos politiques et nos engagements en matière de santé publique et genre. Avant tout propos, permettez-moi de souhaiter la cordiale bienvenue et un excellent séjour à Dakar à tous les invités et particulièrement à la commission The Lancet. Je profite également de cette tribune pour adresser au nom du gouvernement et en mon nom propre les remerciements de l'ensemble des acteurs du schéma de la promotion de l'équité et de l'égalité de genre à la commission The Lancet pour ses efforts consentis jusqu'ici. Je confonds dans ces remerciements ENDA Santé d'avoir bien voulu associer notre département ministériel à cette importante activité qui symbolise notre détermination collective à faire entendre la voix authentique et singulière de l'Afrique, particulièrement du Sénégal, sur les questions de santé et d'égalité de genre. Mesdames, Messieurs, vous conviendrez avec moi que ce rapport, à travers son approche multidimensionnelle, bénéficiera au gouvernement dans un contexte mondial en constante évolution en ce qui concerne la prise de décision dans les domaines liés à la santé et au genre. Mieux, il mettra en lumière les interconnexions profondes entre les normes de genre, les inégalités systémiques et les résultats en matière de santé à l'échelle mondiale. Par ailleurs, ce rapport souligne l'importance de considérer le genre non seulement comme une question sociale, mais également une condition sine qua non pour améliorer durablement la santé des populations, notamment celle des femmes et des enfants. Au Sénégal, nous avons pris la pleine mesure de cette réalité dans les politiques publiques à travers la vision Sénégal 2050, référentiel en matière de politique économique et sociale, déclinée dans une planification quinquennale, notamment la stratégie nationale de développement SND 2025-2029. Aussi, il convient de noter la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, mais également du plan national de développement sanitaire et social. Dans le même sillage, les efforts multisectoriels dans la budgétisation sensible au genre traduisent notre engagement à intégrer une approche inclusive et équitable dans la planification, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de nos programmes de santé. En effet, ces actions considérables ont contribué de fort belle manière à l'évolution de certains indicateurs de santé, tels que les soins prénatals et postnatals, qui renseignent que 97% des femmes ayant eu une naissance vivante ont reçu des soins prénatals d'un prestataire qualifié selon l'enquête démographique de santé de 2023. Cette même enquête révèle que la mortalité des enfants de moins de 5 ans a fortement chuté, passant de 121 pour 1000 en 2005 à 40 pour 1000 en 2023. Mesdames, Messieurs, distingués invités, ce rapport, dont les résultats seront partagés tout à l'heure, adressera sans doute la nécessité de transformer nos systèmes de santé pour qu'ils soient davantage sensibles au genre. Cela implique nécessairement de lutter contre les normes sociales et culturelles discriminatoires qui limitent l'accès des femmes et des filles à des soins de qualité, de renforcer la participation des femmes à tous les niveaux du système de santé, y compris en tant que décideuses, chercheuses, soignantes et usagères, de produire des données probantes indispensables à une analyse rigoureuse des inégalités, afin d'intégrer les sciences comportementales et sociales pour mieux comprendre les dynamiques de genre qui influencent les comportements de santé. Mesdames, Messieurs, je tiens également à souligner que l'accès à une santé équitable passera par l'implication effective des hommes et des garçons alliés du changement tel que prôné par la stratégie nationale École des Maris. Ainsi, soyez rassurés que le Sénégal s'engage à poursuivre sa collaboration avec les partenaires techniques et financiers
la société civile, les communautés et les chercheurs que vous êtes pour faire du genre un axe structurant de notre politique sanitaire. Je vous invite donc toutes et tous à approfondir les réflexions en vue de transformer ces recommandations en actions concrètes et à faire de la santé mondiale une réalité accessible à chaque citoyen. C'est sur cette note que je souhaite des discussions riches et fructueuses et déclare ouverts les travaux. Merci de votre aimable attention. Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir d'être dans ce panel et d'être entouré d'éminents experts et d'acteurs très engagés pour cet après-midi. Alors je vais peut-être commencer par dire un mot sur le déroulement du panel et sur les objectifs de ce panel. Donc l'objectif est vraiment d'introduire le rapport qui va être présenté tout à l'heure, de faire une sorte de mise en bouche. Après l'introduction que je ferai, on aura 2 tours de table avec les différents panélistes. Donc un premier tour où chaque panéliste aura environ 5 minutes pour poser le sujet, la problématique, et un deuxième tour plus court pour peut-être poser les défis et les perspectives pour chacun des panélistes. Et après les 2 tours, nous allons inviter Dr Khadija Mouala de la Commission pour faire un peu la synthèse et faire l'introduction de professeur Sarah Oakes qui, après le panel, va présenter le rapport. Et c'est seulement après cette série de présentations de différents points de vue et de perspectives que nous ouvrirons la discussion à la salle pour prendre des perspectives complémentaires, pour prendre les questions sur les discussions dans le panel ou sur le rapport qui est présenté. Et c'est un moment extrêmement important pour nous d'avoir également les différentes perspectives des participants qui sont ici et des éminents professeurs et autorités qui sont présents ici. Alors, en introduction de ce panel, je souhaiterais rappeler un peu la place importante de la réduction, que la réduction des inégalités de santé, cette place importante que ce volet a au sein de l'organisation ENDA Santé, dans les combats que porte ENDA Santé, avec l'appui de différents partenaires, dont je salue la présence ici de l'ambassade du Luxembourg et de l'ambassade de la France, et bien d'autres partenaires également qui appuient ces différents combats. Des activités de terrain sont menées pour réduire la vulnérabilité des populations au VIH, des programmes de lutte contre la violence basée sur le genre, la promotion de l'accès à des services de qualité avec le renforcement des équipements dans les structures de santé, la prévention et la prise en charge des usagers et des usagères de drogue, mais également les actions en direction des adolescents et des adolescentes. Il y a beaucoup d'axes de recherche, beaucoup d'axes d'intervention et je suis sûre que les échanges que nous aurons à l'ouverture de la session de discussion permettront de revenir sur des exemples précis. J'aimerais m'arrêter, moi, sur une conclusion que je trouve très intéressante de l'ONU-SIDA, qui rappelle quelque chose que l'on connaît bien, que d'une manière générale, pour beaucoup de risques de santé, les femmes sont plus à risque, les femmes sont plus vulnérables que les hommes. C'est une réalité que l'on connaît bien, que l'on énonce souvent. Malheureusement, on l'énonce souvent pour mettre dans les tiroirs. Notre combat aujourd'hui sera que ces énoncés se mettent sur la table, qu'on puisse les mettre sur la table et en tirer un certain nombre de décisions. Mais d'accord, les femmes sont en général pour beaucoup de situations, pour beaucoup de pathologies plus vulnérables que les hommes. Mais est-ce qu'on sait que pour le VIH, les femmes africaines sont 1,2 fois plus exposées que n'importe quelle autre femme dans le monde? Donc, quand on s'arrête à cette assertion, on se rend compte que ça va au-delà de questions biologiques, ça va au-delà de facteurs socio-économiques et qu'il y a autre chose de l'ordre des rapports sociaux de genre qui rentrent en compte, des questions culturelles à prendre en compte. Et c'est à ça qu'on va également s'essayer aujourd'hui autour de ce panel pour voir comment creuser différentes situations, comment mettre en perspective les différentes expériences. Et on va commencer tout de suite par le professeur Fatou Diop Sall, qui est sociologue à l'Université Gaston Berger et qui est co-coordonnatrice du laboratoire GEST, qui a beaucoup travaillé sur les questions de genre, et de santé. Et professeur Fatou Diop Sall est également la présidente de la cellule genre de l'UGB, donc vient avec aussi plusieurs casquettes.
Professeur Fatou Diop, est-ce que vous pourriez revenir en 5 minutes sur quelques éléments clés, peut-être de définition et d'appropriation de cette approche genre au Sénégal? Je voudrais saluer avec beaucoup de respect les personnes qui sont ici présentes, notamment j'ai ma professeure qui est dans la salle. J'étais déjà assise ici quand je l'ai vue, professeur Fatou Sow. Il y a Eva Maricol que je viens de voir aussi. Donc je voudrais vraiment les saluer et leur rendre hommage, parce que si j'ai pu travailler sur cette problématique-là, c'est parce que j'ai bénéficié de leur accompagnement. Fatou Sow, il était dans mon jury de thèse de doctorat 3e cycle il y a 20 ans, donc aussi le jury de mon doctorat d'état aussi. C'est elle qui, la première, venait à Gaston Berger vraiment pour nous encourager et nous permettre de mettre en place les cours que nous donnions sur le genre, parce qu'il fallait être encouragé avec une personnalité comme elle pour qu'on nous laisse faire déjà. Il y a aussi des promotionnaires dans la salle avec qui j'ai travaillé, beaucoup d'amis, voilà, dans la salle. Donc, bon après-midi. Je voudrais, donc, de manière très synthétique, je pense que le lieu, ce n'est pas pour un long débat et de longues discussions sur l'approche genre, juste faire quelques rappels historiques et revenir essentiellement sur le travail de Fatou Sow, Amina Mama et quelques références qui m'ont accompagnée pendant donc, tout mon parcours. Je l'ai dit, je ne reviendrai pas sur toute la production des premiers auteurs qui ont travaillé sur la problématique, Stoller, Monet. Il y a un grand spécialiste qui est là, qui pourra aussi y revenir, Anne Oakley, Joan Scott, pour la production francophone Delphi, Colette Guillaumin, qui ont travaillé sur l'appropriation du corps des femmes, qui ont travaillé sur cette division hiérarchique de l'humanité. Je pense que c'est Assis qui parlait de cette occupation inégale du monde entre les hommes et les femmes. Donc, c'est des auteurs qui ont accompagné ce processus-là. Mais moi, je voudrais rappeler et insister sur la production de grands chercheurs qui constituent mes références. Je l'ai dit tantôt, donc je vais nommer Fatou Sow, Aïcha Imam, qui ont produit un ouvrage classique qui est une référence dans les études de genre, pas seulement au Sénégal, mais en Afrique. Je veux parler de leur ouvrage « Engendrer les sciences sociales en Afrique ». Elles ont souligné à travers cet ouvrage-là l'importance de déconstruire le narratif essentialiste occidental, je peux dire ainsi, et l'intérêt de prendre en compte, à travers une approche multidisciplinaire, les spécificités socio-historiques, politiques, culturelles et religieuses. Selon elle, l'analyse de genre, c'est considérer que les hommes et les femmes sont les produits de la culture, des valeurs, des croyances, des représentations et pratiques de leur société d'appartenance et de leur histoire. C'est dire que dans leurs travaux, le genre apparaît comme un saut épistémologique nécessaire dans le débat sur les inégalités, sur les politiques publiques, sur les femmes africaines, et introduit ainsi une nouvelle dimension dans la recherche en sciences sociales. L'approche dans leurs travaux se veut militante et part du constat des inégalités entre les sexes en analysant le degré des inégalités, les formes d'inégalité et les conséquences de ces inégalités-là pour ensuite produire des savoirs et des outils pour leur transformation. C'est dire que lorsque la recherche s'intéresse aux relations de genre, la première remarque qui est à considérer, c'est la diversité et la pluralité. Les femmes constituent une catégorie plurielle, leurs intérêts ne sont pas les mêmes. Les réalités et les nécessités des femmes diffèrent et varient d'un milieu à un autre.
Donc l'analyse de genre, comme elles l'ont fait, elles l'ont dit, beaucoup d'autres, mais moi c'est plus sur leurs travaux, donc c'est des travaux qui m'ont inspiré. Donc c'est un long processus de réflexion, d'action, de réajustement théorique et activiste. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui est important à souligner, cette dimension militante donc, des études de genre. Donc, de manière concrète, dans leur critique du développement, Prof. Sow, Amina Mama et Chaïma ont démontré l'apport du concept de genre dans le renouvellement du débat sur plusieurs questions. Pas seulement sur la santé, mais aussi sur la démocratie, sur la citoyenneté, sur les droits de manière générale, sur l'accès aux ressources. Donc, je pense que c'est peut-être essentiellement donc, les aspects que je voulais souligner et peut-être terminer sur les défis. Évoquer donc quelques défis. Et pour parler des défis, je pense qu'on peut retenir les normes patriarcales qui sont persistantes, les résistances culturelles et religieuses qui sont persistantes, les inégalités dans les ménages, dans l'éducation, dans la formation, dans la production des savoirs et bien évidemment aussi dans le domaine de la santé, notamment la santé sexuelle et la santé reproductive. Parce que ce qu'on remarque, c'est qu'il y a certes des progrès, il y a des lois autour de la santé, de la reproduction et tout, mais concrètement, l'accès aux services pose encore problème et encore très limité, et les nécessités globalement ne sont pas couvertes, ne sont pas donc prises en charge. Il y a les violences basées sur le genre et on peut parler aussi des violences gynécologiques et obstétricales pour être plus en phase avec donc le thème de ce rapport. Donc je pense qu'un dernier défi aussi à relever, c'est l'implication très faible des hommes. Sadibou ne me laissera pas insister, mais je crois qu'il va être d'accord avec moi. Ça reste encore un espace qui nous est réservé, donc c'est principalement des femmes qui s'intéressent à l'analyse de genre, mais je pense qu'avec la jeune génération, on a de plus en plus de jeunes collègues hommes donc, qui voient l'intérêt scientifique de travailler autour de l'approche genre et donner plus de contenu à des recherches donc, qui ont le concept de genre donc, comme élément de base. Donc je pense que pour une introduction, je peux m'en tenir à cela et après tout à l'heure revenir donc, sur d'autres aspects. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Honorable député Hadissar est députée à l'Assemblée nationale. Elle est la présidente de la commission santé à l'Assemblée. Honorable Hadissar, en tant que parlementaire, comment les institutions au Sénégal, le Parlement, comment aborde-t-il la question du lien entre le genre et la santé? Comment cette approche est-elle prise en compte au sein des institutions, des politiques d'une manière générale, des politiques de santé en particulier? Permettez-moi tout d'abord de saluer l'auguste Assemblée ici présente, professeur Eva-Marie Coll-Seck en particulier, et toutes les autres autorités ici présentes. L'Assemblée, n'est-ce pas, pour répondre un peu, aller dans le vif, est composée donc de plusieurs commissions et la nôtre est chargée donc, de toutes les questions liées à la santé, aux affaires sociales, à la solidarité nationale et aux questions de population. Donc, pour ce qui concerne donc, la question du genre et donc, de la santé, le lien entre le genre et...
le genre et la santé. Je pense qu'au Sénégal, il y a des avancées qui sont notoires. Quant à l'institutionnalisation du genre, on a vu qu'il y a beaucoup de combats qui ont été menés par les organisations, la société civile, mais également les institutions. Et on a vu qu'à travers le ministère de la Santé, il y a eu des avancées notoires. Partant de cellules, on est arrivé à une direction, n'est-ce pas, de l'égalité, de l'équité du genre. Et c'est une avancée majeure. Mais aussi au niveau de la lutte par rapport aux principes ou bien aux axes des composantes, n'est-ce pas, du genre, on a vu que la parité également a connu des avancées notoires grâce à cette lutte qui est en train d'être menée et qui continue également son cours. Même s'il y a encore du chemin à faire, parce que la parité, certes, elle est là, mais elle n'est pas encore totale. Et en ces termes, n'est-ce pas, il faudra continuer, n'est-ce pas, le combat pour qu'il y ait une parité, n'est-ce pas, totale au niveau des institutions. Pour l'Assemblée, on a vu que, certes, il y a la parité, mais par exemple, ce n'est pas une parité totale. Peut-être c'est dû à une certaine... en tout cas, au niveau du recrutement, des agencements et de l'engagement également des femmes en politique. Donc, il y a beaucoup de choses qui restent d'être faites, ce qui explique qu'au sommet, on n'en est pas arrivé, n'est-ce pas, à une parité totale, si on lit ça au genre. La parité est plutôt genre et santé, il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, moi, je considère qu'il y a un éclairage conceptuel à faire, n'est-ce pas, par nous autres parlementaires et les autres acteurs de cette lutte, parce qu'il y a une certaine réticence des populations et donc les institutions doivent s'engager davantage à un éclairage conceptuel pour une meilleure appropriation des populations de cette question de genre. Je pense qu'il y a également des engagements que l'État du Sénégal a pris. Nous venons de sortir d'un séminaire pour, j'allais dire, l'adoption de la feuille de route et également du plan d'action du STIC, donc de la schématisation type, n'est-ce pas, sur le genre avec le ministère, donc la direction, la DEC plutôt, du ministère de la Famille. Et c'est un engagement communautaire qu'on a pris à l'échelle de l'UEMOA, qu'on était en train de, n'est-ce pas, de valider, pour qui on a validé la feuille de route et également le plan d'action qu'on doit suivre, n'est-ce pas, à l'échelle nationale pour des engagements pris. Et je pense que c'est extrêmement important. Autre chose, c'est l'adéquation entre les normes par exemple de l'OMS et les besoins des femmes, si on prend ça en termes de sexe, n'est-ce pas? Parce qu'il y a les besoins des femmes, surtout au plan de la prise en charge des soins de santé. Il faudra tendre vers une meilleure adéquation des structures de santé, mais également des normes de l'OMS en termes de questions de gynécologie, etc., de prise en charge des maladies spécifiques à la question féminine, à la condition féminine. Donc il y a beaucoup de choses à faire, ce que l'on a remarqué. Mais également par rapport à l'orientation du budget, n'est-ce pas, par rapport au genre, il y a des engagements qui sont pris par notre État avec les budgets genre, avec également des cellules genre dans tous les sectoriels. Je pense que c'est extrêmement important. Reste à concrétiser davantage et à pousser encore le plaidoyer en faveur, n'est-ce pas, de la prise en charge des questions spécifiques aux conditions féminines, en tout cas aux femmes, mais également spécifiques à certaines couches pour prendre en charge l'axe 3 de la nouvelle vision 2050, qui est également au cœur des préoccupations sur l'équité sociale, mais également sur la question du genre. Je pense que ce sont des défis qui sont là à prendre en charge. Il y a beaucoup d'efforts qui doivent être menés en ce sens-là. Je vous remercie donc de façon globale. On était un peu trop pris et on a été... merci.
Merci beaucoup, honorable Khadissa. Ce que vous avez partagé déjà est très apprécié. C'est vrai que vous êtes sorti de commission et vous avez enchaîné, on vous attendait même un peu plus tôt. Et on apprécie beaucoup votre présence et le temps que vous passez avec nous. Vous avez rappelé des choses extrêmement importantes, les combats, professeur Fadjoub en a parlé, les combats de chercheurs, des combats d'acteurs de terrain qui ont permis d'arriver à cette loi sur la parité, qui est quelque chose d'important. Et vous n'avez pas manqué de dire que c'est un long chemin parcouru, mais il y a encore des choses qui restent. On a bien entendu aussi votre appel à la nécessité d'un éclairage conceptuel qui reste nécessaire pour bien opérationnaliser les choses, il faut bien les comprendre. Donc ça, c'est aussi un appel pour nous tous, aussi bien chercheurs qu'acteurs de terrain, pour permettre cet éclairage. Et vous avez aussi terminé par 2 points qui me semblent très importants. Souligner la nécessité que les programmes s'adaptent aux besoins en santé des populations et non pas le contraire, ce que l'on voit souvent, des programmes qui sont très bien écrits par différents experts que nous constituons à différents moments, et puis on vient et on essaie de l'appliquer aux communautés et on est fâché quand ça ne marche pas et que les communautés n'ont pas compris. Mais vous avez souligné qu'il est nécessaire que ce soit plutôt la démarche contraire aux différents besoins spécifiques et notamment aux besoins des femmes. Et enfin, le nerf de la guerre que vous n'avez pas manqué aussi de souligner, les questions de budget sensible à la question du genre, qui est aussi un combat très important. Ça nous donne un chemin tout tracé pour faire la transition vers Madame Ndella Fall. Madame Ndella Fall, qui est présidente de l'association des Badianou Gox du département de Keur Massar. Elle est également présidente du réseau des femmes de Keur Massar, donc elle connaît très bien la problématique des femmes, mais au-delà des femmes, de toute la communauté, parce que cette approche Badianou Gox, c'est aussi une approche communautaire pour permettre à des personnes qui sont respectées au sein des communautés, qui sont connues, d'aller porter des messages, parfois qui sont des messages ou bien difficiles ou bien sensibles, qui portent, un des panélistes en a parlé, sur les questions parfois de santé sexuelle, sur des questions de santé de l'enfant, des questions de santé de la famille. Donc pour nous, c'est vraiment la plus belle matérialisation de cette approche sur genre et santé, sur la santé communautaire. Donc Madame Fall est très à l'aise pour le français, mais elle a souhaité s'exprimer en wolof quand elle va partager son expérience. Donc Madame Ndella Fall, comme je disais tout à l'heure, la Badianou Gox pour beaucoup c'est l'incarnation de cette approche sur le genre et sur la communauté. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples en matière de santé que vous obtenez peut-être plus facilement avec cette approche? Quelles sont les populations que vous arrivez à toucher lors de vos messages de sensibilisation pour permettre aussi de comprendre un peu mieux cette approche? Ndella, vous. Wa di am kontaante ak mbégte ci teewaay bi ma teew fii parce que defe naa tey Sénégal Badianou Gox yi ñu ngi fiy liggéey bu am solo boo xam ni ah néew ma kenn mënul dem bàyyi leen, mais boo demee bàyyi leen aussi di nga dellu si waat si ñoom ndax li tax mooy yàlla dafa dogal dañu nekk ci communauté bi ñu am ci ñun yaakaar parce que Badianou Gox niñ koy falee comme li ma wax léegi nit ku ñu am ci moom yaakaar ku ñu déggal ku ñu am ci moom kersa koo xam ne nit ku am valeur lay nekk koo xam ne bu nekkee ci communauté bi lu mu leen ñaan wala mu wax leen ko dañ koy def ndax li tax mooy dañ koy jàppe ni liñ naan bàjjan mooy baay dañ koy jàppe comme seen papa seen kilifa ah ñuy liggéey nag ak ñu bëri ndax ñi ñuy liggéeyandool mën naa jàpp ni tey foo dem ci dëkk bi quartier boo dem di nga fa fekk délégué de quartier bi dafay liggéey ak Badianou Gox bi imam bi ci quartier bi dafay liggéey ak Badianou Gox bi ñi nga xamee ni tey ñoom ñooy population bi nga xam ni ñoo fa nekk muy xale ndax bu njëkk ba bi ñuy jël dañu jëloon ci santé mère enfant mais tey paquet de service bi dafa romb loolu comme ni ma koy waxee dem nañ ba nga xam ni tey fu ñu jàpp ni tey population ba ña nga fa war fa am benn coono wala dara dañ naan woo leen Badianou Gox bi mu ñëw toog waxtaan ak ñoom delloo si leen di wax rek ni tey bu ñu nee genre ak santé ñun dañuy jàpp ni dañ koy jëlee ci suuf mu jëm ci kaw parce que loolu mooy li nga xam ni moo ëpp solo parce que nit ñi lu ñu xamul mu nekk problème ci ñoom mais loo leen wax ba mu leer ci seen bopp du nekk benn sujet tabou ndax boo xoolee tey bi ñuy wax genre koo wax lu jëm loolu am na beneen baat bu mu koy gisee mais dina am nu nit ñi di toogee ak ñoom dinañ am nu ñuy waxee ak ñoom
ki nga xam ni yaakaar nañ ni tey kii du leen wax lu dul dëgg te fi mu leen jëmee fu baax lay nekk kooku lu mu leen wax dañ koy gëm kon su leen xamalee ne leen lii li ngeen di xalaatee ak fi ngeen ko xalaatee bokkul ñoom dañuy dellu si waat parce que dañuy xam ne loolu mooy li dëggu ci wax ji. léegi ñu gis ni tey yow bu dee bàjjenu gox bi yaa ngi ci quartier bi su mbee lool yow yaa koy gunge yaa koy accompagner yaay waxtaan ak moom ba yàlla def mu mucc kooku lu mu la wax da nga koy gëm parce que da ngay xam ne kii lu baax la bëggal ndax bu dee boo waree dem visite moom daf lay topp soo demul sa visite mi ngi koy lijjanti suñu waree vacciner sa doom boo accouché moom mooy toppatoo vaccination xale bi bu sa jëkkër parce que souvent góor ñi dañu am problème boobu ak ñoom ndax ñoom dañu foog ni ñoom ñooy kilifa yi d'accord nangul nañ leen ko mais tey sa jabar war a xëy dem visite wala sa jabar war a am rendez-vous nga ne ko balaa ngay dem di nga togg añ bi ba pare te mu war a am rendez-vous nga xam ne kii dafa war a dem defi visitam wala nga war ko jox xaalis mu dem defi ko yooyu yëpp nekk ay problème médiation sociale boobu bàjjanu gox yi nekk ci di ci liggéey bu am solo di changer comportement yi parce que dinañu waxtaan ak yow delloo si la ba nga xam ni kii tey li mu nekk yéen ñaar yéen a ko bokk moom moo ëmb mais yéen ñaar yéen a ko bokk parce que yow yaay borom kër gi yaay kilifa gi mais doom ji tey bu juddoo yéen ñaar ñëpp yéen a ko bokk kon nag da nga war a veiller ci santéem ci veille ci santéem boobu nag mooy bu waree dem da nga ko koy jox bu waree def échographie da nga koy jox mu def ko su waree dem def li mu war a def yëpp da nga ko yow lañ ko chargé pour nga def ko soo ko amee kon loolu dafay bokk ci liggéey boo xam ne bàjjanu gox bi daf koy def di sensibiliser di gën a changer comportement yi ba nga xam ne góor ñi dinañ xam ne tey ñoom ak jigéen ñi benn lañ jox nañ leen cër bi mais aussi ku nekk tamit li war ci moom da nga ko war a defal. ok maa ngi am kontaan ak mbégte mais mënuma jeexal comme nag Kër Massar laa jógee te ku wax Kër Massar wax violence bi fa nekk ku wax Kër Massar wax drogue bi fa nekk ku wax Kër Massar wax li nga xam ne moom la population bi di dund ndax population ku xam Kër Massar xam ni Kër Massar amul hôpital li fa am mooy ñun ñëpp xam nañ ko te tey am nañu suñu mbëbës boobu nga xamee ni tey violence bi ma nga fa drogue bi ma nga fa leneen ak leneen ma nga fa feebar yu bëri ma nga fa lu mel ni tuberculose lu mel ni leneen ak leneen kon yooyu yëpp dañ koy boole ci li nga xamee ni tey moom la ñuy wax di ñaan yàlla ñu am ci ay saafara parce que benn jigéen mérité wul ñu koy métital benn jigéen mérité wul du am coono benn jigéen mérité wul ñu koy dóor di ko gaañ wala ñu koy rey wala leneen ak leneen te ñun ñëpp xam nañ ni Kër Massar loolu dégg nañ ko fa déggaat ko fa kon nag loolu dafay bokk ci li nga xam ni bu ñu toogee aussi dañ ko ciy boole waale waaw macha allah di sant di gërëm Mandia merci beaucoup. Mandela est revenu, a fait un rappel, est revenu vraiment sur la genèse de ce programme, d'abord sur les questions d'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, de la promotion d'une approche aussi qui valorise les expériences qui partent du bas vers le haut, et puis comment cette approche finalement s'est un peu plus ouverte, et elle a donné des exemples où ils font la prise en charge et l'appui pour les personnes handicapées, le travail qui est fait avec les hommes, qui est fait avec les femmes, etc. Et il a également abordé la question même de la qualité des services, que beaucoup de travail est fait pour améliorer le recours, pour améliorer la demande en soins, mais parfois il y a un décalage quand on arrive dans les services de santé, et ça aussi c'est un appel. On a la chance d'avoir différents ministères ici pour améliorer la qualité dans les services, notamment même parfois l'accueil. Donc c'est véritablement l'exemple d'un pilier qu'on a là, mais on a également à côté de nous, comme on dit en anglais, last but not least, un pilier avec nous. Professeur Fatou Samba, d'abord félicitations pour la prouesse médicale, technologique et tout cet espoir que vous portez, avec la réalisation de la première greffe de moelle osseuse au Sénégal. Qu'elle a réalisé à juste quelques semaines. Donc on a vraiment beaucoup de chance de vous avoir et on est très content d'être assis à côté de vous. Professeur Fatou Samba est professeur en hématologie et elle est également présidente de l'association des femmes médecins du Sénégal. Donc vous avez plusieurs perspectives, je crois, sur cette question. Pourriez-vous partager avec nous des exemples que vous avez sur les effets peut-être bénéfiques de la prise en compte de ce lien genre et santé dans votre pratique de médecins, de formateurs ou au sein de l'association des femmes médecins? Quel lien entre la promotion de cette approche et peut-être la réduction des inégalités de santé au Sénégal? Merci beaucoup, Fatou. Merci.
À l'entame, je voudrais rendre grâce à Dieu, remercier Enda Santé de nous avoir associés à cette journée. Par la même occasion, remercier le Lancet aussi pour cette réflexion sur genre et santé. Mais avant toute chose, j'aimerais rendre hommage à un maître qui est présent ici dans cette salle, le professeur Eva-Marie Colsec, qui nous a vu grandir, qui nous a formés et qui augmente mon stress parce que je n'ose pas dire n'importe quoi devant elle. Je n'ose pas. Et puis je rends hommage à professeur Koumba Touré Kane, à tous mes maîtres présents ici dans cette salle. Alors c'est vrai que le genre est un déterminant des inégalités en santé. Alors aussi bien à lui tout seul qu'en association d'ailleurs, d'où cette notion de multisectorialité. C'est la raison pour laquelle de plus en plus on va parler de santé unique ou One Health, parce qu'on ne peut plus parler de santé sans pour autant tenir compte de l'environnement, tenir compte du déplacement, du transport, tenir compte de l'élevage, comme ça a été rappelé lors de l'épisode de la pandémie à Covid, qui a en réalité ouvert nos yeux sur ce qui s'est passé et sur ce qu'on faisait avant. C'est vrai qu'on a toujours eu cette approche One Health avant, mais ça a été un exemple patent de prise en charge multisectorielle de la santé. Et partant, en y réfléchissant de plus près, je vais faire un bond par rapport à notre association, l'Association des femmes médecins du Sénégal, pour faire le link entre genre et santé, parce que c'est une association quand même qui est vieille de c'est depuis 1990. Et je sais que c'était notre maître Eva-Marie Colsec qui faisait partie des pionnières. Et c'est à la limite au niveau du service des maladies infectieuses qu'elle dirigeait à l'époque, où se tenaient les réunions de l'Association des femmes médecins du Sénégal. Raison de plus encore pour lui rendre hommage, pour me permettre d'être ici, pour relater un tout petit peu ce que cette association, vieille de plus de 35 ans, est en train de faire dans ce pays depuis des années, en réfléchissant sur la politique nationale de santé. On s'est battu pour que l'Association des femmes médecins du Sénégal ait un siège au niveau du Comité national de gestion des épidémies. Et c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup participé, que ça soit médecin ou pas d'ailleurs, parce que le professeur Koumba Touré Kane, ici présent, nous a beaucoup aidé dans cette tâche en essayant de gérer, d'abord dès la formation d'ailleurs, parce que dès qu'on a eu les premiers cas, nous l'avons appelé. Professeur Ndour, que je n'avais pas vu, il fait partie de mes maîtres aussi qui m'ont appris la médecine, les maladies infectieuses, parce que ma première année internat, je l'ai passée avec professeur Ndour, professeur Eva, professeur Salif Sow, etc. Donc, raison de plus, pour ne pas dire du n'importe quoi, je vais essayer d'être sûr. Ça augmente mon stress davantage. Mais je vous assure, on a eu la chance d'avoir des personnes comme ça qui nous ont mis sur les rails, qui nous ont à la limite guidés pour nous faire comprendre des choses et nous faire prendre des décisions. Parce que quand il s'agit de former les gens, les médecins, dans le cadre de la prise en charge des patients avec Covid, nous avons appelé professeur Nour, nous avons appelé professeur Koumba Touré Kane, nous avons appelé tous les infectiologues, les bactériaux, etc., pour qu'on puisse avoir des capacités par rapport à la prise en charge. Et nous, femmes médecins du Sénégal, nous avons beaucoup travaillé, même avant Covid, quand il s'agissait, par exemple, de prendre en charge des patients avec des épidémies de choléra. Il y a plusieurs années de cela, c'était nos maîtres qui étaient sur le terrain en train de prendre en charge tous ces patients qui ont eu à faire des épisodes très, très dramatiques de maladies infectieuses. Ce n'est pas tout. Parallèlement, au niveau de nos objectifs, il y a également la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous avons beaucoup fait dans le cadre de la formation de nos cadettes médecins. On est un peu sexiste chez nous au niveau de l'association des femmes médecins du Sénégal. D'ailleurs, il n'y a pas d'association d'hommes médecins du Sénégal. Il n'y a que femmes médecins du Sénégal et on se bat, on est sur le terrain, on prend en compte pas que les femmes, mais les femmes, les hommes, les enfants. On lutte beaucoup dans tout ce qui est hémorragie du postpartum pour mieux prendre en charge ces femmes enceintes qui vivent en localité reculée, en banlieue. On travaille beaucoup avec les Badjanougor de Guédiawaye. Raison de plus encore pour féliciter notre maître parce que c'est elle qui a eu l'initiative d'installer les Badjanougor au niveau du ministère de la Santé. Et depuis lors, on ne fait rien sans vous.
parce qu'on sait que pour avoir accès aux relais communautaires, aux organisations communautaires de base, il fallait passer par elles. Et Covid également nous a démontré qu'il fallait passer par les Badianu Gokh pour qu'on puisse avoir accès à cette population, qu'on leur demande qu'est-ce que cette population voulait pour que nous, au niveau supérieur, qu'on puisse prendre les bonnes décisions. Donc, juste par rapport à l'aspect associatif, peut-être l'autre aspect, l'autre manteau, c'est ce manteau d'enseignants-chercheurs, de médecins. On sait de plus en plus qu'au niveau de la faculté de médecine, la formation est en train de se féminiser. Il y a plus de 70% de femmes, de filles, en formation prédoctorale que de garçons. Il y a plus de filles qui veulent faire médecine que de garçons. Et ça, c'est une excellente chose quand on connaît ces notions d'empathie, de rigueur. Je n'ai rien contre les hommes, mais c'est reconnu que les femmes sont rigoureuses. Il y a beaucoup d'empathie, il y a beaucoup voilà. Vraiment, on prend à cœur notre corps de métier qui est la médecine. On se bat pour que les malades puissent s'en sortir tous les jours. Et même mieux, quand je monte peut-être un peu plus loin, on est au niveau de la faculté de médecine, 419 enseignants-chercheurs. Et il n'y a que 113 femmes, 27% de femmes. C'est là où il y a quand même une disparité qui monte quand même progressivement. On se bat pour encourager nos sœurs médecins à embrasser la carrière de chercheurs, d'enseignantes-chercheurs, pour qu'elles, à leur tour, qu'elles puissent se battre pour encourager, encadrer les plus jeunes. Au sein d'ailleurs de l'Association des femmes médecins du Sénégal, nous avons une cohorte de 500 femmes médecins du Sénégal, réparties dans tout le Sénégal. Et en même temps, nous avons une cohorte qu'on a appelée les pré-FEMS, celles qui n'ont pas encore soutenu leur doctorat, qui sont aux alentours de 375, qui sont dans les 5 universités du Sénégal, Dakar, Saint-Louis, Bambey, Ziguinchor et Thiès, qu'on est en train de former, de manager, de leur donner des cours de leadership pour qu'elles puissent prendre la relève quand on va vieillir peut-être un tout petit plus, et puis qu'elles puissent essayer de restituer ce que nous, anciennes, on a essayé d'inculquer chez elles plutôt. Et donc voilà le lien que je peux mettre entre genre et santé. Nous nous battons beaucoup pour que la santé s'améliore dans nos contrées et qu'au niveau national, nous appuyons et nous continuons d'appuyer la politique nationale de santé en luttant contre les violences basées sur le genre, en apportant notre expertise sur toutes ces causes de mortalité photo-maternelle liées à ces hémorragies du postpartum. On se bat pour qu'il y ait une disponibilité du sang dans les banques de sang, etc. etc. Voilà en quelques mots ce que nous, femmes médecins, enseignants-chercheurs aussi, essayons de faire dans ce pays pour que notre santé puisse s'améliorer. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Fatou Samba. Alors, les premières prises de parole étaient tellement intéressantes que dans la modération du temps. Excellence, docteur Awa Kolsek, Hajsi, qui est mon frère et mon ami, qu'on se connaît depuis au moins une vingtaine d'années, docteur Sarah Hawkes, chers amis, quel honneur, quel bonheur d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir la chance d'écouter ce panel de nos éminentes docteurs et doctoresses. C'est un vrai plaisir et notre honorable membre du Parlement. Donc, Fatou, je ne résumerai rien du tout puisque vous l'avez fait très brillamment, mais je voudrais revenir sur des points très précis pour faire le lien avec le rapport de l'ANSET, parce qu'on a eu vraiment un bonheur, et Hajsi l'a dit ce matin, de travailler tellement ensemble pendant tellement d'années pour pouvoir produire cela. Et croyez-moi, c'était un vrai défi parce que nous venons d'horizons très différents et on a quand même pu sortir avec quelque chose. Donc, alors, Fatou, vous aviez parlé de tout ce qui est réduction des inégalités. Justement, ce rapport fait un appel à la justice,
C'est une question de justice, ce n'est plus de réduire. Comme Hachsi a dit, on voudrait réduire la pauvreté, mais c'est plus que ça. Nous appelons à cela. Il y a eu beaucoup d'interventions sur ces normes sociales, tout cela qui a un impact sur la santé. La semaine dernière, nous étions à New Delhi, en Inde, où nous avons eu la chance de lancer ce rapport. Il va être lancé dans tous les continents. Heureuse que le Sénégal ait été choisi pour représenter l'Afrique. Justement, on avait abordé, j'avais la chance de faire une présentation sur la spirale dynamique qui nous explique où sont nos populations. Nous ne sommes pas au même niveau, je dirais pas de compréhension, mais de loyauté vis-à-vis. Et donc, c'est certains niveaux, si on veut changer ces normes sociales, notre culture, pas pour la changer, nous sommes tous très fiers de notre culture. Moi, personnellement, je suis fière des choses qui sont bien dans ma culture, mais s'il y a des choses qu'il faut changer, il va falloir le faire. Et la spirale dynamique nous permet de comprendre et surtout certaines interprétations qui ne sont pas réelles de notre religion. J'ai pour habitude de dire, toutes les personnes qui pensent que par exemple l'islam accepte l'inégalité, c'est une offense à l'islam, ce n'est pas vrai. Et donc il va falloir revenir aux vraies interprétations des religions, de toutes les religions, de la chrétienté et tout. Et j'ai au moins 15 ans d'expérience de travail avec les leaders religieux, et Hachsi est là pour en témoigner, parce que nous étions ensemble avec Cheikh Al-Azhar et autres. Donc ça, ce sont beaucoup de choses qu'il va falloir faire et ne pas passer beaucoup de temps à répéter que oui, on a un problème avec ces histoires de normes sociales et autres. La parité est très importante, mais là je voudrais dire que pour moi ce n'est pas la parité des sexes, ce n'est pas avoir 50% de femmes d'hommes, c'est la parité d'avoir les personnes qui défendent les droits des femmes. Il y a parfois des femmes qui sont contre les droits des femmes et parfois il y a des hommes qui sont plus pour le droit des femmes. Donc il faut vraiment, c'est très important. Ce que vous avez dit est très important par rapport à cette réticence de la population. Et le problème se pose, est-ce que les législations doivent être avant-gardistes et pour changer la société, ou attendre que la société change pour changer les législations? Donc c'est toute une problématique sur laquelle il va falloir travailler. Aussi, j'ai bien entendu l'effort fait par le Parlement sénégalais d'harmoniser les conventions internationales par rapport à la législation nationale sénégalaise, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Évidemment, dans le rapport, on parle beaucoup du budget sensible au genre. Il y a tout un très grand travail. Madame, merci d'avoir parlé en Wolof. J'ai essayé de comprendre tout ce que vous avez dit. Pas beaucoup. Il y a deux mots qui reviennent. Population handicapée, c'est le même mot. Vous parlez de démystification. C'est absolument cela. Pouvoir démystifier tous ces concepts et être proche et pouvoir en parler. Impliquer les hommes. Oui, il y a beaucoup de chapitres dans le rapport qui parlent de masculinité et aussi l'accès à l'état civil. C'est une problématique que nous rencontrons. Quelque chose entre parenthèses qui ne fait pas partie de tout ce qu'on a dit, ce que vous avez cité sur la décharge. Dernièrement en Tunisie, pour nous, la décharge, c'est une richesse. C'est-à-dire le waste est une richesse, on le transforme en biométhane et on est capable maintenant, dans la localité où ça a été fait, que les factures d'électricité soient moins chères pour la population. Donc moi, si j'ai un conseil à vous dire, c'est un petit peu de voir. On l'a fait avec l'ONU Habitat, c'est pas de la publicité, mais par rapport, c'est de voir cette expérience. Parce qu'au lieu de croire que toujours c'est les décharges, c'est un problème, ça a été financé par les Japonais, ils sont gentils de l'avoir fait pour nous et j'espère qu'on le fera et que vous le ferez, que ça deviendra une source de revenus au lieu que ce soit une source de nuisance. Donc je reviens maintenant à vous, professeurs, et bravo aussi pour la greffe. Congratulations. Donc oui, la réponse doit être multisectorielle parce qu'elle ne peut pas, tout est lié. Et c'est en cela, quand on travaille sur les objectifs de développement durable, il faut les voir comme un tout si on veut arriver au développement. Merci beaucoup. Merci. So, I'm going to present to you just some of the highlights of the report. But somewhere, sorry, you have these beautiful postcards on the table, and if you turn the beautiful postcard over, you can scan a QR code and go straight to the French summary. Or if you have a long day ahead of you, you can scan the QR code and go to the very long report.
And if you cannot scan a QR code, I see lots of very helpful young people in the room who I'm sure will be able to help you with a QR code if you're as old as me. So the Commission, as I said, has taken us 5 years, partly because March 2020 was a very bad time to start a global commission. It was very difficult for us to ever meet together. We had to do everything on Zoom. We didn't know each other. And it turned out to be very complex to get people all around the world to agree on the question of the interaction between gender and global health. Even if I was to ask everybody in the room, what does gender mean? Let's say there are 40 of you in the room, I will have 40 different definitions of what gender is, and probably 40 different definitions of what global health is. So it was very difficult to bring everybody together on the same page. But these are the commissioners, we had more authors, and we had interactions with about 60 or 70 other contributors to the report from all across the world, including a lot of extensive interaction with young people across sub-Saharan Africa. Okay, do you want some translation? Okay, très bien. So maybe the other slide or... Donc, c'est vrai que commencer en mars 2020 n'a pas été vraiment une chance pour nous, puisqu'on a commencé en même temps que le Covid. Et là, ça a eu un impact sur notre travail, parce qu'on ne pouvait pas se rencontrer, on ne pouvait pas faire tout cela. Cependant, on a quand même réussi à faire notre travail. Et là, vous avez à peu près la vingtaine de commissaires de cette commission. Comme j'ai dit, par continent, on est représenté. Mais il y a eu évidemment énormément de consultations avec beaucoup de jeunes, avec énormément d'autres auteurs de ce rapport. Donc ce n'est pas seulement ces 20 personnes qui ont produit cela, c'est beaucoup plus que cela. Yes, please. So I'm going to start with a slide that tries to address what it was that we were grappling with as a commission. So this slide is from global databases. This is from WHO data, NCD risk data, the data from the Institute for Health Metrics and Evaluation. And what you see on the slide, and please don't worry about the numbers, but what you see is the experiences of men and women in Senegal who are diagnosed with hypertension in the age group 45 to 59. So this is people who, if they die from hypertension, it's a premature death. And what you see is that in this age group, 50% of women and 41% of men have hypertension. But if you look at who dies, more men die from hypertension than women. And some of that is because men, as we've heard, interact less with health services than women do. And even if they go into health services, they don't stay in health services, they don't continue with their treatment. But on the left-hand side of the slide, what you see is the data on risk factors for hypertension. So that's diet and smoking and salt consumption and alcohol. And what you may disagree with the data, please, it's not my data. I don't mind if you disagree. But these are estimates of risk exposures. Okay. Quelque chose que je n'avais pas traduit juste avant, c'est le fait que, évidemment, toute la problématique qu'on a eue, c'était de définir le genre. Et donc, c'est à peu près une quarantaine ou une cinquantaine dans cette salle et qui pose la question, quelle est la définition? Probablement, nous aurons une cinquantaine de définitions de cette histoire de genre. Donc, c'est ce qu'elle avait conclu. Elle commence par un slide sur le Sénégal, justement, avec les sources, elle a cité d'où est-ce qu'elle a pris tous ces chiffres. Ce ne sont pas ces chiffres, mais ce qu'on a trouvé. C'est surtout pour faire une petite comparaison entre les femmes et les hommes
qui ont l'hypertension et donc qui sont entre 45 et 59 ans, donc 50% de femmes et 41, nous allons voir l'impact sur les hommes parce que la tendance fait qu'à la fin, nous avons plus mortels de l'alimentation, l'obésité, le tabagisme, l'alcool ou la conception de sel. Nous voyons cette différence. Tout ça pour dire qu'en fait, ça concerne les femmes et les hommes. So, I'm going to focus on two risk factors, smoking and alcohol. And these are the data from Senegal for risk factors, same age group. And you see that for alcohol, in blue, the rate of alcohol consumption is about twice in men compared to women. And for smoking, times more men smoke compared to women. Là aussi, par rapport, ce sont des chiffres du Sénégal, toujours le même âge. On voit bien que pour les hommes, la consommation d'alcool, c'est 2 fois plus que les femmes, et la consommation de tabac est aussi très élevée, 23 par rapport à 2 pour les femmes. Senegal is very typical of the differences in smoking between men and women. So this is data from every region of the world, and it basically shows that smoking, one of the most important risk factors for hypertension, is a male activity. So in a country like China, it's about 66% of men smoke and 2% of women. So in fact, Senegal is doing better than China, but it's just to point out to you that these are male behaviors. C'était pour dire que bon, le Sénégal n'est pas unique dans cette histoire. Si on voit toutes les régions du monde, on va toujours voir qu'un des risques facteurs de l'hypertension, le tabac, c'est beaucoup plus sévi parmi les hommes que parmi les femmes. And so the Commission tried to understand how does global health view this problem. And what we saw was that some people would like to say this is biology. Men take more risks, men have less inhibitions than women, and that's a biological phenomenon. But the Commission took the view that actually this is a socially and commercially constructed difference between men and women. Alors il y a plusieurs personnes qui pensent que c'est juste quelque chose de biologique. On est parti de ces exemples-là, bien sûr, pour voir autre chose. Or, la Commission a dit non, c'est beaucoup plus une construction sociale et c'est aussi lié à la commercialisation qui fait que les hommes consomment plus que les femmes. And we looked at the role of commercial companies in manipulating and exploiting gendered social norms that are different in every society. Norms that generally mean men have been over the past century encouraged to smoke and drink more than women. But we also saw that many commercial companies now look at countries in Africa and Asia as potential markets for women. And so what we're seeing is a rise in advertising of both alcohol and tobacco to women in Asia and Africa. Alors ce que nous avons vu au départ quand les publicités ont commencé, elles ont vraiment focalisé sur les hommes pour la consommation d'alcool et de tabac pendant des décennies. Mais maintenant, ce que nous sommes en train de voir, c'est que ces mêmes compagnies se sont rendues compte que par rapport à l'Afrique et l'Asie, potentiellement, il y aurait de nouvelles consommatrices et sont en train maintenant de focaliser sur la consommation, d'encourager les femmes à consommer en Asie, en Afrique, l'alcool et le tabac. So we saw, for example, that gin companies were really targeting women in Kenya, and whiskey companies were encouraging women in India they could get a free drink the higher their heels were at the bar. Ok.
Donc maintenant, les compagnies de jeans focalisent sur le Kenya, les femmes au Kenya, et même en Inde. Et en Inde, maintenant, ils offrent, les compagnies de whisky, un whisky gratuit pour les femmes qui ont les plus hauts talons. So it's everywhere. The commercial exploitation of gender norms in order to sell health-harming products is everywhere. And the demographers on the team were able to tell us that around, so in every country in the world, men have shorter life expectancies compared to women. And the biggest contributor to shorter life expectancies of men since the 1870s till now, the biggest contributor is tobacco. Okay, depuis les années 70, finalement, la plus grande cause de mortalité des hommes a été le tabac depuis 1870. 1878. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, ça a été justement le plus grand facteur, c'est le tabac pour les hommes. Ouais. Cause de mortalité. So, the Commission was trying to view gender not just as a social phenomenon, a social construction, but something that has commercial construction, has legal construction, political construction, economic construction, and those differences that you saw in hypertension were not down to biology, but to this constructed phenomenon of gender. Donc en fait, la complexité du genre, du concept de genre, a tellement d'implications politiques, de santé, de commercial, a tellement de dimensions qu'il fallait regarder tout cela et ne pas dire justement c'est une construction sociale et ne pas s'arrêter à ça, mais aller au-delà. But the challenge is that when people hear the word gender, as I said at the beginning, they hear something else. So in some countries, in some political settings, what they hear is transgender, or they hear homosexuality, or in global health, what they hear is women. So, le problème avec ce concept de genre, c'est que chaque personne, quand elle entend ce mot, elle l'entend à sa manière et le comprend à sa manière. Certaines personnes, pour eux, c'est juste les transgenders. Pour d'autres, ce sont les homosexuels. Pour d'autres, c'est seulement les femmes. Donc, c'est ça la complexité de ce concept. Oh. And the biggest problem we face right now is that some countries have banned the word gender entirely. Et le problème, évidemment, là, vous voyez, ça c'est le 20 janvier 2025. Certains pays qu'on ne nommerait pas ou administrations sont maintenant en train de bannir le mot genre. Il y a une liste de 50 mots qu'on ne peut plus utiliser, dont le mot genre. So if we want to explain those hypertension differences now, we can only talk about biological determinism. Donc, supposons qu'on veuille revenir à notre histoire de l'hypertension, qu'on veuille expliquer, on doit revenir à la biologie, on n'est plus capable d'expliquer ça à cause de la dimension genre. So, given that broad context, the Commission decided to look at how does the world of global health, our world, all of us, how do we think about and measure and define gender? Donc la Commission vraiment a voulu revenir sur la compréhension et sur comment on peut mesurer ce concept de genre dans la santé globale. So the first thing we looked at is the question of gender identity. Am I a woman? Am I a man? Am I somebody else? Donc on a discuté cette histoire d'identité. Suis-je une femme? Suis-je un homme? Suis-je quelque chose d'autre? And what we discovered is a complete lack of consistency in global measurement. Ce qu'on a découvert pour les mesures à l'échelle globale, c'est que c'est une grande inconsistance entre tout cela. So this is a WHO school health survey, goes to every country, and school children are asked, are you male, female, non-binary? I'm something else, I don't understand the question. It's pretty comprehensive. Donc l'OMS a fait une enquête, elle a eu des réponses très différentes avec des écoliers. Est-ce que tu es un garçon, une fille?
de décrire l'identité. Certains enfants ont dit qu'ils n'étaient pas très sûrs ou bien qu'ils ne comprennent pas cette question. Whereas in the Global Adult Tobacco Survey, people don't get asked their gender identity, the enumerator decides for them. Par contre, quand on a fait l'enquête sur l'utilisation du tabac, il n'y a pas du tout cela, c'est juste femme ou homme. So there's no consistency in the way we as a health community think about even gender identity. Donc il n'y a pas de consistance quand on pose ces enquêtes, ces questions, qu'est-ce qu'on pose réellement comme question. So we then looked back at the history of this word, this very problematic word, and we discovered that gender really only came into the language in health in 1993. Et donc nous sommes allés étudier l'histoire pour voir quand est-ce que ce concept est apparu, et on a vu toutes ces années-là, et on s'est rendu compte que le concept de genre n'est apparu qu'en 1993. Ce que je vais essayer de dire, c'est que la première fois que le mot était utilisé à l'OMS, les traducteurs français ont refusé de traduire le mot en disant que ça n'existe pas en français. Ça existe seulement comme sexe. Genre, ça n'existe pas. Alors, c'est un concept très nouveau pour la communauté de santé. Le French is terrific. So 1993, Khadija. But in 1994, some of you may remember a very important moment in the world of women's rights, the International Conference on Population and Development in Cairo. Oui, mais au Caire en 1994, certains d'entre vous aussi se souviennent de la grande conférence sur la population. So it's the first time the world gets together and says we support gender equality and uses the word gender. Voilà. On a vraiment concrétisé le mot égalité de genre durant cette conférence au Caire, en Égypte. And by 2022, when the HIV strategy is debated in Geneva at the World Health Assembly, 120 countries refuse to vote because the HIV strategy contains the word gender. Donc en 2022, 122 pays ont refusé de signer la déclaration finale parce qu'il y avait le mot genre à l'Assemblée générale de l'Assemblée. So we went back to ICPD 1994 to say, okay, how did they define gender? And this is how they defined it. So it's defined as you use it. That's it. Just however you're using the word gender, that's how this seminal global document defines gender. Donc on est revenu finalement pour voir finalement cette conférence de la population, comment ils ont utilisé gender et comment ils ont défini, simplement par dire c'est comme vous l'utilisez en fin de compte. Basically, vous l'utilisez comme vous voulez, comme vous l'utilisez. C'est seulement ça. So we then looked at international legal documents. Can the law help us? But there is no international legal definition of gender. So no, the law at this moment cannot help us. Voilà, donc on est allé voir un petit peu la législation internationale, peut-être qu'elle pourrait nous aider. Et là aussi, finalement, on n'a rien trouvé dans les textes locaux internationaux. But I'm putting this up to remind you that when health people talk about gender, what we saw from looking at more than 700 health documents is that what people are focusing on is women and girls. They're not talking about men and boys. They're never talking about a third gender, but they're only thinking about women and girls. Donc nous avons analysé plus de 700 documents et on a trouvé qu'aucun ne parlait, ils ne parlaient tous que de femmes et des filles, aucun ne parlait des garçons et des hommes dans ces 700 documents qu'on a revus. We also looked not just at global documents but at national documents. So you remember the differences in alcohol in Senegal,
It's the same in Kenya. It's a 4-to-1 ratio. 4 times more men drink alcohol compared to women. And the burden of alcohol-related diseases in Kenya, it's a male burden. But the national strategy for alcohol control focuses on women. Donc au Kenya, malgré le fait que c'est le même problème que le Sénégal, il y a beaucoup plus, 4 fois plus d'hommes qui utilisent l'alcool que des femmes, mais dans leur stratégie contre l'utilisation, la consommation d'alcool, on va trouver qu'ils ne parlent que de femmes, alors que ce sont les hommes qui sont les plus vulnérables à cela. So, as a commission, we decided to write our own definition of gender, and at the very center, au centre de notre définition, c'est le pouvoir. C'est une représentation de la distribution, mon Dieu, c'est difficile à dire, de la distribution de pouvoir dans la société. C'est ça, au centre de comprendre le genre, c'est de comprendre le pouvoir. If you go to the QR code, you'll see our lovely illustration where we looked at how power in multiple domains constructs gender. The power of neoliberalism, the power of capitalism, the power of colonialism, how all of that has constructed our understandings of gender in every society. Donc, si vous revoyez la carte postale que vous avez avec les QR codes, vous allez retrouver cela, et vous allez retrouver que le pouvoir, le concept de pouvoir est au cœur de tout ce que nous avons analysé, le libéralisme, le capitalisme, le colonialisme, tout cela, tous ont influencé la manière dont nous comprenons le concept de genre. And so our definition is about the structure of social relations in relation to reproductive bodies. That's our definition of gender that we use throughout the Commission. And I strongly encourage you, I think it's translated for you. C'est traduit, non? Les 3 pages les 3 pages sont ici? Oui. Il y a la traduction du grand définition pour tout le monde. Vous pouvez voir. Nous avons partagé en français parce que ça a été traduit dans au moins 6 ou 7 langues, oui, dont le français. Donc vous avez les documents où il y a les traductions en français. But when we think about power and gender, what was very important for us to recognize and write about is the power of the anti-gender groups, who are funded often by right-wing nationalist governments and politicians across the world. This is a global phenomenon of many very strong, politically strong, economically strong groups really trying to destroy the word gender and take us all back to biological determinism. Donc en fait, on a réalisé que si on vérifie tous ces groupes, toutes ces idéologies contre le concept de gender, on va trouver qu'ils sont très très bien structurés, ils sont financés surtout par les gouvernements d'extrême droite dans le monde entier. And if you like, the logical conclusion of anti-gender is that a woman's place is at home making babies. Voilà, parce que simplement, ces gens anti-gender, pour eux, une femme, sa place, c'est à la maison et juste faire des bébés. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que nous faisons ici, nous, aux hommes et femmes, autant rentrer chez nous dans la cuisine. We also looked at gender and power within health systems. Donc, on a aussi analysé cette histoire de genre et de pouvoir dans les systèmes de santé global. We know that the health professions are predominantly, health and social care is delivered by women, but the men are at the top. Donc c'est généralement les femmes, en fin de compte, qui délivrent tous les services de santé, mais toujours en haut, nous trouvons ce sont des mâles
des hommes qui dirigent tout cela. And often, many health system interventions are delivered by unpaid community health workers, women. Il y a beaucoup aussi de femmes qui délivrent tous ces services mais qui ne sont pas payées. But we looked at the interaction between gender and geography, and what we looked at major organizations in global health, 150 of them, and those 150 organizations have around 1,400 board members, and of those boards, of those 1,400, 2% of board members are women from low-income countries, but 17% are men from the United States. Donc on a voulu à peu près analyser plus de 150 organisations. On s'est rendu compte que aussi dans leur board, généralement il y a 2% seulement de femmes sur cela qui viennent des pays à faible revenu et 17% sont tenus par des hommes qui viennent des États-Unis. So one of the things that we talk about in the report is that the global health system is not only gender unequal, but is geographically highly unequal, given the history of where these organizations have come from. Et là aussi, la géographie nous enseigne qu'il n'y a pas seulement d'inégalité au niveau du genre, mais aussi une égalité par rapport aux pays, qu'ils soient à faible revenu ou au contraire. Et ça aussi, ça revient à l'histoire. So the final section is about holding the powerful to account. And one thing that we find is that systems of monitoring and accountability for gender are separate to systems of monitoring and accountability for health. There's almost no crossover. Et là aussi, quand on a voulu analyser le système de redevabilité, nous avons trouvé qu'il y a une déconnexion entre les systèmes qui s'occupent du genre et les systèmes de la santé. Ils ne sont pas ensemble, ils sont séparés. So, il y a 68 pages de ce rapport. C'est beaucoup à lire, mais les recommandations sont en 5 points. Voilà, il y a plus de 68 pages de recommandations, mais ce sont résumées en 5 points. And I encourage you, please, to read the summary where the recommendations are in one table in French. Voilà, et puis dans le résumé que vous avez reçu en français, je vous recommande de lire toutes ces recommandations en français parce que c'est sur un tableau d'une page. But I'm going to just highlight 3 recommendations that we hope will start a more enlightened global conversation about gender and global health. Je vais en partager 3 essentiellement. 3 recommandations. This is 3 amongst many. Voilà, 3 parmi toutes les recommandations. On va s'occuper que de 3 pour commencer la conversation ensemble, et bien sûr, il faudra lire tout le reste. So the first recommendation is, can we agree as a global community to define gender legally? Because if we define it, we can protect it. And we are in an age of huge anti-gender pushback. These anti-gender groups are receiving billions of dollars every year, whereas the gender programs are receiving much less money. So can we protect ourselves by having a legal definition? Donc, est-ce qu'on peut se protéger? On a dit que ces groupes anti-gender reçoivent des milliards et des milliards. Alors que bon, ce qui est donné comme financement pour gender, c'est très peu. Donc, est-ce qu'on peut se mettre d'accord maintenant ensemble et tout le web sur une définition légale de ce qu'est réellement le genre pour que ce soit inclus un jour dans une convention internationale, un traité international? The next is, for everybody working on SDG 5 and everybody working on SDG 3, can you please come together in some way? Can we actually collate the information so that people who are interested in how gender impacts health, everything's together on one hosting platform?
Donc, par rapport à celles et ceux qui travaillent uniquement sur le goal, l'objectif 5 des objectifs de développement durable, et ceux qui travaillent sur le 3, y a-t-il moyen de venir ensemble et de travailler ensemble pour que les deux objectifs soient réunis, pour qu'on voit l'impact du genre sur la santé? And our third recommendation is we need more money. Like everybody, we need more money. But we have a way of raising money. I've told you about those health-harming products, particularly tobacco and alcohol, but also sugar. Many countries are already taxing those health-harming products, tobacco, alcohol, sugar. So our suggestion is to ring-fence some of the taxation on those health-harming products and put that money into gender-responsive health policies and programs. Donc, un moyen de trouver des finances pour financer justement la justice de genre serait d'aller voir. Pratiquement tous les pays sont en train de taxer d'une manière assez conséquente l'alcool, le tabac ainsi que le sucre. Donc, y a-t-il moyen d'aller plutôt chercher les financements dans ces taxes qui devraient revenir au justement genre et à la santé? Et ça, c'est la fin. Mais merci beaucoup à Khadija. Merci beaucoup, professeur Hawkes. Votre français, entre parenthèses, est très bon. On aurait pu faire la présentation, malgré les slides en anglais, la voir en français. Merci beaucoup pour ces insights. Maintenant que je l'ai eu en anglais, je suis obligée d'utiliser certains mots. Donc, ces découvertes, ou en tout cas ces éléments qui ont été relevés, qui nous parlent beaucoup et qui, je sais, vous parlent aussi énormément. Cette présentation nous a démontré aussi, par rapport avec le panel, que le Sénégal n'est pas en dehors du monde. Et que donc, quand on parle de santé globale, il y a énormément de choses qui se recoupent. Je retiens une chose quand même de tout ce qui a été dit cet après-midi, c'est que le concept de genre, il faudrait qu'on s'assoie à un moment donné et qu'on sache ce qu'on met dedans. Parce que c'est bien beau de dire, définissez-le de la façon dont vous l'utilisez, mais ça veut dire quoi finalement au bout du compte? Comment est-ce qu'on peut défendre le genre? Comment est-ce qu'on peut dire si des politiques ou des stratégies répondent effectivement aux enjeux de genre si on ne définit pas à la base le genre? Donc, je vous lance la balle. Nous avons tous écouté les différentes présentations. Nous avons vu les recommandations. Je rappelle juste que vous avez sur cette carte, donc si vous scannez le code QR qui est derrière, vous avez accès au rapport en français et donc aux recommandations en français. Et c'est extrêmement important. On est là pour ça aujourd'hui, donc ça serait bien qu'on ait tous au moins une très bonne idée de ce qui se dit dans ce rapport. Merci d'avoir partagé vos expériences, vos opinions. Et peut-être qu'on pourrait, Dr Dramé, ouvrir un peu pour quelques interventions, peut-être 2 ou 3. Vous avez vous-même lancé nous avez lancé le défi en disant il faut s'asseoir un jour et redéfinir le genre. Vous savez que toutes les grandes conférences où les droits des femmes ont été défendus n'ont jamais été renouvelés. Les gens ont refusé de revenir sur la conférence du Caire, sur la population, parce que les droits que les femmes avaient acquis avaient entre-temps été remis en question. On n'a pas voulu refaire la conférence de Beijing. La plateforme, quand on a voulu faire Beijing plus 5, tout le monde a dit non, 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 parce que si on fait Beijing plus 5, c'est la mort. Et on a ça partout, pour des raisons différentes. Parce que la raison qui pousse Trump à bannir le genre de tous les campus universitaires, c'est la même raison, c'est une raison différente. On a le même résultat à les gouvernements africains à qui on a imposé le terme de genre en leur disant si vous ne faites pas de politique de genre, vous n'aurez pas d'argent. Ils ont dit oui, on fait du genre, et malheureusement, ils n'ont fait que du genre. Le genre, il n'y a pas 36 000 définitions du genre. Il y a une manière de... mais par contre, il y a 10 000 manières de déformer ce qu'est le genre. Le genre, c'est une relation de pouvoir entre les hommes et les femmes, entre les sociétés, entre les pays, mais surtout entre les hommes. Et ça, c'est clair.
On aurait pu utiliser gender, on aurait pu utiliser genre, on aurait pu dire discrimination, on aurait pu utiliser n'importe quel terme, mais la signification, elle est là. Toutes ces discriminations, toutes ces inégalités que l'on a, elles sont là, elles sont présentes. Et je suis désolée, Madame alors, vous êtes Madame Moala, vous avez dit tout à l'heure, et ça m'a frappé, parce que vous avez dit, vous avez parlé de toutes les discriminations, et vous avez dit, mais vous savez, l'islam ne fait pas la différence entre les hommes et les femmes. Il faut faire attention. Parce que les religions patriarcales, et on ne peut pas refuser que l'islam est une religion patriarcale, qui fait qu'en Tunisie, Bourguiba, quand il a voulu mettre des progrès pour les droits des femmes, il a dit, bon, le Coran est là, mais c'est moi qui vais l'interpréter, littéralement. Il a enlevé toute la manière dont les personnes avaient... Mais quand même, mais les textes sont là, et les textes, ils sont clairs. Bon, on a en héritage, on a la moitié pour les femmes. C'est-à-dire, les signes sont là. Or, très souvent, ces signes, nous fermons les yeux sur les signes, parce qu'ils nous arrangent, nous ouvrons dessus, parce qu'ils nous incommodent, nous avons... Et ça, on le retrouve partout. Et les femmes elles-mêmes sont prisonnières de ce système d'inégalité. Et ce système d'inégalité, souvent, on est dans un espèce de confort quand on les accepte, parce qu'on est bien à sa place. Or, ce qu'il faut, c'est non seulement définir quelle est notre place, mais comment transformer la place. Parce qu'on parle de parité. La parité au Sénégal, quand on a voté la parité, et il y a plein de gens des générations plus anciennes qui sont battus pour la parité, c'était faire du nombre, mais c'est très important de faire du nombre, parce que quand on fait du nombre, on n'est plus un problème. Que 50% des femmes à l'Assemblée nationale soient des femmes, moi je trouve ça très bien, parce que non, et après on ne se pose plus la question si c'est un homme ou si c'est une femme. Mais ça ne sert à rien, ou bien c'est difficile, si on ne transforme pas le politique. Parce que c'est quoi le politique? Le politique, c'est d'avoir un gouvernement qui sur 35 ministres à 4 femmes. Comment un gouvernement de jeunes gens peut avoir cette définition de ce que peut être la position de la parité dans le gouvernement? Et à l'Assemblée nationale, ici, comme au Rwanda, comme dans d'autres pays, on gonfle les chiffres des femmes, mais quel est le pouvoir de ces femmes de transformer ces réalités? Donc le genre, moi je pense qu'il est clair, hein, mais le banc est une bataille, parce qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas envie que l'égalité entre les sexes, entre les races, entre les classes, entre plusieurs autres systèmes soit mise en place, que c'est plus facile de taper sur les femmes. Bon, restez dans vos boîtes, n'en sortez pas, et après on peut affronter. Ce que le gouvernement américain fait aujourd'hui, mais on l'a depuis la politique du Gag Rule. Le Gag Rule, c'est la Constitution de San Francisco. Ça fait plus de 20 ans. 20 ans ou bien 30 ans, non? Ça fait pas mal de temps que les politiques de santé sont conditionnées en fonction d'idéologie. Qui aurait dit que le droit à l'avortement constitutionnalisé aux États-Unis, ou en tout cas au niveau fédéral, moi j'appelle ça constitutionnalisé, allait être remis en question? Qui aurait dit? C'est-à-dire que là où nous avons du mal à discuter de l'avortement, où nous avons des médecins, malheureusement, je pense que les femmes médecins, là, vous n'avez pas assez travaillé, vos collègues hommes, parce qu'aux assises de la justice qui s'est tenue il y a quelques mois, des médecins ont dit, ah non, non, nous avons prêté le serment d'Hippocrate, nous n'allons pas suivre le protocole Maputo, nous n'allons pas suivre tous ces protocoles qui assassinent les bébés dans les ventres des femmes. Et ça a été... Ce sont des questions terribles à examiner. Mais je pense qu'il faut avoir... que nous ayons et l'honnêteté et le courage de dire ça c'est le genre, comment est-ce que nous allons faire pour les appliquer? Merci beaucoup et félicitations encore une fois aux différents panélistes. Et merci à Enda Santé de nous donner cette occasion d'échange avec des experts de niveau si élevé. Voilà, moi, je suis Dr Muntaga Dia, je suis médecin de santé publique. J'enseigne dans une université provinciale, l'université Alioune Diop de Bambey. Et dans les modules que j'enseigne, chaque fois, cette problématique du genre revient, aussi bien en santé de la reproduction, diagnostic communautaire, autonomisation des communautés. Toujours, on voit la nécessité de discuter de cette problématique-là. Et donc,
la manière dont vous l'avez abordé, j'ai noté ce que mon grand frère Assi a dit tout à l'heure. Assi, c'est celui qui m'avait recruté à Enda Santé quand j'étais tout jeune médecin, je venais de finir mes études. Donc je le remercie encore une fois. Et maître également, professeur Eva Marie-Coll Seck également, c'est l'occasion de lui dire bonjour, et mon grand frère, le professeur Ndour aussi. Voilà, donc je disais que dans ces exercices auxquels nous soumettons nos étudiants, nous voyons qu'au quotidien, ils sont confrontés à ces problèmes-là. Diagnostic communautaire, je demandais à des étudiants de voir l'environnement de l'université, la problématique de l'hygiène même dans l'université. Alors quand la présentation est arrivée, quand le groupe des étudiants qui travaillent sur ce sujet-là présentait, c'était des flèches entre garçons et filles. Les garçons qui disent que ce sont les filles qui rendent les toilettes non fonctionnelles parce qu'elles mettent des serviettes hygiéniques là-bas. Les filles ripostent. Alors je me suis rendu compte qu'il y avait un problème non résolu, un besoin non satisfait. Donc la gestion hygiénique des menstrues était devenue une problématique que j'ai dû intégrer dans le module de santé de la reproduction que je faisais avec les étudiants de licence 1. Diagnostic communautaire, c'est avec les étudiants de licence 2. En autonomisation des communautés aussi, en master, en faisant de la bibliographie, on voit des statistiques qui nous parlent. Quand la FAO dit qu'en matière d'intrants agricoles, si on répartit proportionnellement garçons, hommes et femmes, on leur donne les mêmes, on sauverait 150 à 200 millions de personnes de la faim. On lutterait contre la faim pour 150 à 200 millions de personnes, rien qu'en donnant des intrants à égalité entre les hommes et les femmes. On peut continuer ce genre de statistiques également, que quand le budget de la famille est géré par la femme, la mortalité infantile baisse de 20%, etc. Donc vraiment, c'est une problématique qui se pose dans les programmes de santé. Nous sommes notre université se trouve dans une région où cette question est très sensible, la région de Diourbel, qui est le centre du Sénégal, qui n'est pas loin de Dakar, mais qui a des réalités spécifiques. C'est dans cette région qu'il y a une collectivité territoriale, que je n'oserais pas nommer, où, là où les autres ont parité hommes-femmes au niveau du conseil municipal, il y a 0 femme au niveau du conseil municipal. C'est un problème. Et si je reviens également aux exercices auxquels je soumets les étudiants en diagnostic communautaire, sur les violences conjugales, les violences faites aux femmes, des étudiants reviennent me dire, nous sommes tombés sur un délégué de quartier ou un imam qui nous a dit, mais qu'une femme soit battue par son mari, en quoi ça pose un problème? Pourquoi vous me posez ces questions-là? Donc voilà, je pourrais multiplier les exemples, et ce n'est pas pour rien que la région de Diourbel était à la traîne dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle. Donc il fallait vraiment s'attaquer à beaucoup d'obstacles culturels pour pouvoir avoir des avancées. Merci. Bonjour. Bon, je vais me présenter brièvement. J'ai beaucoup de titres, mais le plus important, c'est que j'ai un seul ami, et mon meilleur ami, c'est Elassi. Et nous partageons plusieurs passions. La santé, l'environnement, la diplomatie, et les langues. Voilà, et je vous félicite ce panel, pour moi, qui a fait le rapport mondial le plus important. Si le monde marchait très bien, l'argent qu'on dépense sur les bombes et la destruction, on l'aurait dépensé pour la médecine, les médecins, la santé, la vie humaine. Ce mot suffit pour dire l'importance de votre travail. J'ai une seule question. La santé, c'est le premier capital, plus important que le capital financier. J'espère que les gars de Wall Street comprendront ça un jour. Et parmi la santé, il y a un domaine qui me semble être le parent pauvre, c'est la santé mentale. Pour moi, c'est l'une des pathologies peut-être les plus dures, à mon avis, mais qui ne semble pas être sous les radars. C'est pour ça que je serais intéressé de voir, parmi les violences que les femmes subissent, sur la santé mentale, à la fois les médecins, les spécialistes, femmes, et
quel est le niveau de la santé mentale, la distribution entre hommes et femmes au niveau global? Je vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole, Madame la modératrice. Donc, avant tout, je tiens à féliciter les panélistes, mais également la présentatrice du rapport, donc, qui a fait ressortir des résultats très prometteurs, et nous allons en prendre acte pour nos prochaines interventions. Donc, je n'ai pas de questions particulières, juste une contribution. Donc, pour dire que lors de l'évaluation à mi-parcours de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre dont je parlais tout à l'heure, nous sommes confrontés à ce problème de concepts liés au genre, donc qui n'est pas très accepté par certaines populations du fait d'une incompréhension de ce concept-là. Et nous sommes conscients de cela, raison pour laquelle, au sortir de cette évaluation, nous avons pu mettre en place un lexique, donc, qui va apporter des définitions qui respectent nos valeurs socioculturelles. Donc, c'est des définitions du concept genre adaptées aux réalités sénégalaises, mais également des concepts connexes tels que l'équité de genre, l'égalité de genre, tout ce qui est discrimination, etc. Je pense qu'une fois validé, nous allons les partager avec l'ensemble des acteurs. Donc, l'autre chose également que je voudrais relever, c'est qu'en fait, en matière de santé, nous avons une stratégie nationale pour une stratégie nationale École des Maris. Donc, laquelle stratégie encourage l'implication des hommes et des garçons dans les questions de santé. L'expérience a été développée à Tamba et à Kédougou, où en 2012, il y avait des indicateurs de santé très au rouge. Donc, il y avait des problèmes liés aux visites prénatales, postnatales des femmes. Mais avec l'avènement de cette stratégie, on a vu que les hommes sensibilisent leur père mari pour qu'ils puissent à même accompagner leurs femmes à aller faire ces visites-là. Donc, c'est une initiative qui est en train d'être développée par la direction, et nous comptons également la mettre à l'échelle pour qu'elle puisse couvrir l'ensemble du territoire national. Donc, voilà les quelques contributions que je voudrais apporter. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Madame la modératrice. Nous nous associons au remerciement à l'endroit des différents intervenants donc concernant le panel, mais également la présentation du rapport. Et nous tenons également à remercier ENDA donc pour l'intérêt porté à ces questions et pour nous avoir impliqués donc dans cette activité. Et permettez-moi de rendre un hommage d'abord au professeur Aoumari Coll, parce que si le ministère de la Santé a pu enregistrer des avancées significatives en matière d'intégration du genre, donc c'est grâce à elle. Parce que c'est sous son mandat que la cellule genre a été créée et mise en place. Donc elle a su soutenir, donc elle s'est engagée, donc elle a porté le plaidoyer pour que la cellule genre puisse décoller. Donc elle a eu à inviter l'équipe de la cellule en réunion de coordination au cabinet, donc pour partager sur les questions de genre. Donc, elle a porté le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour qu'ils puissent appuyer l'audit genre qui a été mené au niveau du ministère de la Santé et la formulation du premier plan d'institutionnalisation du genre au niveau du secteur. Et donc, pour vous rassurer, professeur, vos efforts n'ont pas été vains. Nous venons de sortir d'une évaluation, de l'évaluation de ce premier plan. Et même si les objectifs n'ont pas été atteints, beaucoup de progrès ont été faits en matière d'intégration du genre. Et donc, c'est grâce à vous. Donc, vous avez accompagné la cellule pour qu'elle puisse poser les premiers jalons dans ce processus. Donc, merci beaucoup. Voilà, donc, pour en revenir un peu aux points qui ont été soulevés, et donc, concernant le genre et la santé, j'aimerais revenir sur deux points essentiels. Donc, c'est la nécessité de l'éclairage sur les concepts qui a été soulevé donc, par plusieurs intervenants. Et donc, quand nous avons fait l'audit genre au niveau du secteur, donc, les résultats avaient ressorti que la presque totalité
du personnel de santé, à commencer par les décideurs, n'avaient pas une compréhension claire du concept donc, et de son utilité dans les interventions du secteur. Et donc, nous avons formulé un vaste plan de renforcement de capacité qui devait accompagner la mise en œuvre du plan stratégique. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu dérouler toutes les activités qui ont été prévues. Mais avec l'évaluation, on s'est rendu compte que parmi les personnes qui ont été enquêtées, parce que nous avons eu à cibler 661 agents voilà, au niveau du secteur de la santé et de l'action sociale. Et donc parmi ces agents, disons que plus de 50% ont une meilleure compréhension voilà, du concept. Et on est parti de presque de zéro, disons de zéro. Ce qui veut dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau du secteur. Et donc c'est un processus que nous sommes en train de poursuivre parce que nous allons vers l'élaboration de notre deuxième plan sur la période 2025-2029. Et donc, ce qui veut dire que ces sessions de renforcement de capacité qui ont été déroulées donc, ont permis d'améliorer la prise en charge des besoins des usagers au niveau de nos structures. Parce que l'évaluation a permis également de ressortir par rapport à l'accès aux services, qu'il y a des efforts qui ont été faits pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées, mais également pour les femmes, surtout au niveau des services de la santé reproductive. Peut-être que nous aurons l'occasion de partager les résultats dans d'autres sessions. Mais juste pour dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits dans ce sens. Et l'autre point également que je voudrais aborder, c'est par rapport à la nécessité de disposer de données désagrégées. Parce qu'on sait que la porte d'entrée de l'intégration du genre, c'est de disposer de données désagrégées. Et si je prends l'exemple de la mortalité maternelle, donc nous avons les indicateurs des enquêtes démographiques et de santé de 2023 qui ont l'indicateur sur le taux, le rapport de mortalité maternelle, nous sommes à 153 pour 100 000 naissances vivantes. Mais c'est une moyenne qui cache des disparités. Parce que si vous désagrégez donc ce taux par région, il y a les régions qui sont au niveau de la zone sud-sud-est qui enregistrent plus de 300 décès pour 100 000 naissances vivantes. Ce qui veut dire que c'est presque le double de la moyenne nationale. Donc il faut qu'on ait des données désagrégées pour ressortir les inégalités et les disparités donc, en matière de genre. Et nous avons élaboré notre premier rapport sur les indicateurs genre pour le ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui a permis de revenir sur des indicateurs au niveau des programmes phares du ministère. Donc nous avons traité dans ce rapport un chapitre sur la gouvernance sanitaire, donc avec la représentativité des femmes au niveau des postes de décision. Nous avons également un chapitre sur la santé, sur la SRMNA, sur les programmes phares, à savoir le VIH, le PALU, la tuberculose, sur les violences basées sur le genre et sur le financement de la santé. Parce qu'on sait que la plupart des dépenses sont supportées par les ménages. Et quand on parle de ménages, on parle de femmes. Donc le rapport nous a permis de ressortir, à travers ces indicateurs désagrégés, les inégalités qui sont là et malheureusement qui ne sont pas perçues, qui ne sont pas visibles. Parce que le plus souvent, ce sont des moyennes nationales qui nous sont données. Voilà, sans pour autant faire la part des choses entre les hommes, les femmes, par rapport à l'âge. Et quand nous avons travaillé sur la mortalité maternelle, le profil de la femme, par rapport à la mortalité maternelle, le plus souvent, c'est la femme qui n'est pas instruite, c'est la femme qui ne travaille pas, c'est la femme qui habite en milieu rural. Et donc, ce rapport va nous permettre d'orienter, d'avoir vraiment une meilleure visibilité par rapport aux inégalités et d'orienter la prise de décision. Et les autorités commencent à s'intéresser donc à ces résultats parce que l'année dernière, ce rapport a été sorti et validé par l'autorité. Donc cette année-ci également, l'autorité nous demande de sortir le rapport. Parce que
Donc, ça permet vraiment d'identifier toutes les problématiques donc, que vivent nos populations donc, en matière d'accès et d'utilisation des services. Voilà, donc c'est ce commentaire que je voulais faire. Et donc, il y a d'autres préoccupations qui sont là, mais malheureusement, comme nous avons des contraintes de temps, peut-être que nous aurons d'autres occasions vraiment d'aborder voilà, de façon plus approfondie ces questions. Je vous remercie. Khadija, puisqu'il faut impérativement parler, en fait, c'était pour revenir un peu sur la difficulté de définir ce concept dans le contexte sénégalais. Je crois qu'il y a des questions d'abord à se poser. Je viens d'un programme et quelqu'un l'a déjà dit, l'adoption de certains concepts, ça répond à quels critères? Est-ce que c'est un effet de mode? Parfois, il faut se mettre à la page. Tel concept est à la mode. Est-ce que c'est imposé parce que c'est une condition pour avoir accès au financement? Ou est-ce qu'il y a un réel besoin? Et je crois que c'est là la question. Pour savoir s'il y a le réel besoin, c'est vraiment les déterminants de la santé qui vont nous donner les explications. Et donc, pour ça, il faut des données locales. Les données locales, genrées comme on dit. Et je ne sais pas, l'exploitation qu'on fait de la plus grande base de données au niveau national, c'est l'enquête démographique de santé. Je crois qu'une exploration secondaire peut nous édifier dans beaucoup de déterminants, aussi bien chez les femmes, chez les jeunes. Je voulais terminer par la communication. Je crois que ce qui choque au Sénégal, c'est quand on parle d'égalité. Je crois que c'est des termes qu'il ne faut pas abandonner, mais qu'il faut éviter. Je crois qu'il y a d'autres synonymes. Je crois qu'il faut argumenter sur les déterminants. Mais même à l'université, vous posez la question, qu'est-ce que le genre? Les gens vont parler d'égalité d'hommes et femmes, et donc c'est un conflit qui s'installe presque entre hommes et femmes. Je crois qu'on passe complètement à côté, et ça, c'est les intellectuels qui le pensent. Imaginez ce qui se passe dans la communauté. Et pourtant, la finalité, c'est l'appropriation. L'appropriation, ce n'est pas nous, ce n'est pas les techniques, c'est la communauté. Et c'est extrêmement compliqué comme exercice. Donc, du courage pour la suite.